Hello hello! Alors ici on se retrouve avec une vidéo un peu particulière cette fois-ci puisque on va parler d'un workflow, l'utilisation des trim sheets. Alors pour ce faire je vais utiliser deux logiciels, je vais utiliser Blender pour la 3D et Substance Painter pour la peinture des textures. Mais vous pouvez très bien utiliser d'autres logiciels, hein, c'est vraiment plus la manière de fonctionner qui est intéressante et c'est surtout pour vous expliquer ça que je vais avoir besoin de ces logiciels. Donc il n'y a pas de problème, si vous utilisez Maya et Photoshop, vous pouvez très bien utiliser, faire des trim sheets, ça n'aura aucune incidence. Maintenant, je vais quand même avoir quelques petites choses qui seront spécifiquement adaptées à Blender et à Substance Painter, mais après, à vous de voir si vous pouvez transposer ça dans les logiciels que vous utilisez. Donc moi ici, avant de commencer à vous expliquer comment on va créer ces trim sheets, je pense qu'il est important que je vous définisse ce que sont ces trim sheets et comment on va pouvoir les utiliser. Donc ici, voici un objet que j'ai modélisé qui est entièrement texturé à partir de trim sheets. Alors qu'est-ce que c'est que ces trim sheets? C'est tout simplement des textures qui vont être sous forme de trim, donc des bandes. Et vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai une normal map qui est utilisée pour tout ce qui est le bois ici sur mon pont. Ce trim sheet donc va être composé d'un jeu de textures. Je vais avoir les couleurs, les normales et une texture pour tout ce qui est métallique, roughness et ambient occlusion. Mais encore une fois, moi, c'est ici parce que j'ai décidé d'avoir ces trois textures-là par trim sheet, que ce soit des jeux de trim sheet. Mais si vous voulez avoir une seule texture, par exemple, de couleur, c'est tout à fait faisable, il n'y a absolument aucun problème, hein. Donc là, ici, ce que je vais vous montrer, forcément, moi, à chaque fois, j'aurai trois textures différentes. Mais c'est pas une obligation, vous pouvez très bien travailler avec des textures peintes, par exemple, dans Photoshop, et n'avoir qu'une image de couleur. Donc voici à quoi ressemblent ici les normales des trim sheets. Je vais vous prendre peut-être la couleur voilà, qui est associée. Et donc vous remarquez tout de suite, ben voilà, ce sont des bandes, on va avoir des bandes de différentes tailles, et cette texture-là, elle est appliquée sur mon objet ici, donc ça veut dire que tous mes UV ont été créés pour venir suivre ces bandes de texture que je suis venu faire ici. Ces bandes de texture vont être plus ou moins standardisées, c'est-à-dire que j'ai essayé de garder des tailles quand même un peu spécifiques qui me permettraient de pouvoir le remplacer si je voulais par une autre texture. Et donc moi ici j'en ai deux, j'ai tout ce qui était fait ici pour le bois, j'ai la même chose pour tout ce qui est métal, que vous avez ici, et j'en ai une troisième mais qui est partielle puisque voilà, j'avais pas besoin de beaucoup de choses ici, qui sont ici les hologrammes qui me servent à faire soit les hologrammes et les effets de flamme. Donc ça, c'est une texture qui pour l'instant n'est pas complète, que je pourrais très bien utiliser après par la suite pour rajouter des choses peut-être utilisées dans d'autres objets. Et donc le principal intérêt ici de ces trim sheets, c'est justement ça, c'est que ces textures ici, comme elles ne sont pas spécifiquement créées ici pour mon objet, je pourrais les utiliser pour totalement autre chose. Donc le gros avantage des trim sheets, c'est ça, c'est de pouvoir être réutilisé et de ne pas avoir une texture qui va être utilisable uniquement sur un objet, mais qui ne pourrait plus être utilisé sur d'autres objets. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez recréer un nouvel objet, il faudrait recréer à chaque fois une nouvelle image pour l'objet. Alors, c'est faisable dans certains cas, pour tout ce qui est des props, des assets, enfin voilà, des objets vraiment uniques et spécifiques que vous auriez dans votre scène ou dans votre jeu, c'est tout à fait faisable. Mais dès que vous allez avoir des environnements qui sont un peu vastes, où vous avez vraiment quelque chose qui est très large, et si vous devez aller vite, bah, le mieux, ça va être de pouvoir faire des réutilisations de vos textures. Et donc, pour ça, bah, les trim sheets, il n'y a pas mieux. Donc, souvent, on va allier des trim sheets et des textures qui vont se répéter, textures tileable. Moi, ici, dans mon objet, j'avais pas besoin de texture tileable parce que j'ai pas de grande surface suffisante pour en avoir besoin. Mais si on imagine par exemple un bâtiment, on pourrait très bien imaginer des trim sheets pour tout ce qui va être les moulures, les encadrements de portes ou de fenêtres, et des textures qui se répètent pour la partie vraiment complète du mur, la grande surface du mur. Et donc voilà, vous pouvez jouer un petit peu avec ça et choisir entre eux, soit vous avez des textures qui se répètent, soit vous allez faire des trim sheets pour tout ce qui peut être un peu plus compliqué, un peu plus complexe à texturer. Donc moi encore une fois ici, j'ai tout fait avec ces trois trim sheets là. Et donc après, ce que je vais vous montrer, je vais déjà vous montrer après comment je les ai créés. Et puis on verra qu'on peut utiliser, comment on va les appliquer ici sur les objets dans Blender. Et donc je referai un autre objet, voilà, un petit truc très rapide, mais pour vous montrer un petit peu comment on peut déplier les UV facilement pour les appliquer sur ces trim sheets. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu le résultat de ces trim sheets, je vais vous montrer comment on va pouvoir les créer et comment on va vraiment pouvoir les utiliser et les appliquer sur nos objets.
Donc pour la création des trim sheets, on a plusieurs solutions. Soit je pourrais très bien passer par des logiciels de dessin ou de photomontage classique et uniquement faire des textures donc sous forme de bandes de différentes tailles dans Photoshop par exemple. Mais moi ici, ce qui m'intéresse, c'est aussi de vous montrer la manière dont on peut utiliser Blender et Substance Painter pour les calculer et avoir des normal maps par exemple qui vont se faire avec. Donc moi ici, je vais tout utiliser, je vais faire le low poly et le high poly dans Blender, mais vous pourriez très bien imaginer utiliser ZBrush par exemple pour faire le high poly, ça fonctionne tout à fait. Donc il n'y a absolument aucun problème, hein. Vous êtes vraiment libre au niveau des logiciels que vous utilisez pour faire vos trim sheets, ça n'aura pas d'incidence à la fin, à terme, sur l'utilisation de la texture en elle-même, ça reste des textures, donc vous pouvez les calculer comme vous voulez. Donc moi ici, je vais surtout vous montrer la manière dont je travaille avec les trim sheets et comment je les crée dans Blender. Donc je vais commencer par ajouter un plane, scène, je vais me mettre en vue dessus. Et ici, je pourrais commencer à venir découper mes différentes bandes. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais avoir du mal à avoir des dimensions de mes bandes qui soient très cohérentes avec la taille des textures qu'on a habituellement. C'est-à-dire qu'ici, on travaille souvent avec des textures qui sont en puissance de 2. Donc je vais avoir des textures de 512 sur 512 ou 2048 sur 2048. Et donc si je commence à faire des coupures comme ça, je peux vite me retrouver avec des tailles étranges en hauteur qui vont faire, je sais pas, 102 pixels ou 105 pixels. Euh, donc ça peut poser des problèmes dans certains cas si je dois facilement, par exemple, après retoucher dans un logiciel de dessin, que je dois isoler une bande en particulier pour venir faire la sélection. Si c'est pas standardisé, ça peut être assez vite galère. Et aussi, ça me permet, si jamais avoir des trim sheets qui sont standardisés, ça me permet, si jamais je veux faire une variante de mon trim sheet et de recréer des choses, mais en partant sur la même taille, ça me permettrait de plus facilement pouvoir les recréer dans Blender ou dans un logiciel de dessin, parce que je saurais exactement les dimensions que je dois faire pour chaque trim. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est... Alors je vais vous expliquer un petit peu ici. Si je prends ce plane-là et que j'essaye de le diviser en utilisant la grille ici pour faire la division, si sur mon plane ici, j'ai une texture par exemple de 2048 sur 2048, là pour l'instant, mon plane qui fait 2 mètres sur 2 dans Blender, chaque unité, donc là en fait, chaque unité fait en gros 10 cm. Donc ça veut dire que j'ai 10 subdivisions ici et 10 ici. Donc sur la longueur totale, j'en ai 20. Si je suis en 2048, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais 2048 divisé par 20, donc ça va faire 1024 divisé par 10. Et donc, une case ici représenterait en pixels dans mon image 102,4 pixels. Donc vous voyez bien que c'est très bizarre. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est plutôt scaler ce plane-là. Alors je vais même le faire en mode objet. Je scale ce plane-là en faisant 1,6. En faisant ça, j'ai maintenant 16 subdivisions ici et 16 ici. Donc en tout 32. Et 32, je vais pouvoir facilement, si j'ai une texture de 2048, si je dis pas de bêtises, ça veut dire qu'une case ici, ça fera 64 pixels. Vous voyez que je vais retrouver des dimensions en termes de pixels qui se rapprochent des puissances de 2. Donc je pourrais faire 64, 128, 256, etc., etc. Alors ça ne sera pas forcément que des puissances de 2, hein, il y a des choses qui peuvent être un peu bizarres entre les deux. Mais en tout cas, je sais que chaque case ici fera 64 pixels, et donc ça me permet de facilement pouvoir découper ma texture en étant sûr de... Si je faisais des coupures en respectant la grille, déjà, je suis certain d'arriver à 2048 tout pile, à la fin. Chose que je n'aurais pas forcément en utilisant d'autres techniques. Donc là, au moins, je suis certain des dimensions que je vais avoir. Donc maintenant, je rentre en mode edit dans mon plane, et je vais faire CTRL-R, et je vais venir placer des coupures. Alors pour l'instant, je fais pas de verrouillage magnétique. Tout simplement, parce qu'au début ça va fonctionner, mais plus forcément sur la fin. Donc je vais surtout les positionner à peu près. Donc, par exemple, ici, je vais faire 2 trims de 64. Je vais en faire 2 de 128. Et puis ensuite, ici, je peux faire donc 256. Je vais en faire un deuxième de 256. Enfin voilà, donc là ici, du moment que vous restez sur la grille, normalement, il n'y a pas trop de problème. Ici, je pourrais en faire un très grand, par exemple, et puis revenir ici avec un plus petit. Alors ça, la manière dont vous allez organiser ça, c'est un peu en fonction de ce que vous allez avoir besoin, j'ai envie de dire.
Vous pouvez essayer de le planifier plus ou moins. Moi, je sais que voilà, j'essaye souvent d'avoir plusieurs déjà tailles différentes, hein. Mais je dirais, il n'y a pas vraiment Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de norme absolue. C'est en fonction de ce que je suis en train de faire. Je vais, voilà. Ça, ce que j'ai fait ici au début, donc avoir deux de 64, deux de 128 et deux de 256, ça vous permet d'avoir quand même une grosse partie de vos objets qui peuvent être couverts par ça. En termes de taille, souvent, ça fonctionne assez bien. Souvent, après, il en faut une ou deux beaucoup plus larges pour les surfaces qui seraient un peu plus grandes. Mais ça encore, c'est pas une obligation, dans le sens où si ça devient trop grand, vous pourriez utiliser une texture tileable. Et là, moi, je le fais dans l'optique, par exemple, du pont que j'avais fait. Voilà, ça, je ferai des trim sheets dans ce sens-là. Mais vous pourriez très bien imaginer des choses avec des gros morceaux en haut, des petits en bas. Enfin voilà, ça n'a pas d'intérêt, ça fera pas de différence flagrante par rapport à ça. Et ce qui est en bas ici, on va souvent laisser la dernière bande plus ou moins grande en fonction de ce que vous êtes en train de faire, pour venir mettre les éléments qui, eux, ne sont pas sous forme de trim. Je vous donne un exemple, c'est le bout des poutres. Si vous avez des poutres en bois, bah, vous pouvez utiliser les trim sheets pour la longueur, mais au bout de la poutre, si vous devez fermer, bah, c'est bien d'avoir un petit morceau qui vous permet de faire ce morceau-là. Donc ça, on peut le faire ici, et dans les nouvelles techniques de 3D, on utilise aussi, par exemple ici, ce morceau-là, qui est parfois d'ailleurs beaucoup plus grand que ça, hein. Parfois, on a des trims juste sur la partie supérieure, et on a une texture où tout en dessous, ça va être des décals. On va utiliser ça pour des décals. Donc les décals, c'est quoi? C'est des petits éléments qu'on viendrait positionner au-dessus de notre objet 3D sous forme de plane ou on va dire de morceaux 3D qui viendraient suivre la forme de notre objet principal, avec juste un léger décalage, tout le long des décals, et qui ensuite va reprojeter la texture qu'on aurait ici dessus. Je vous donne un exemple simple. Vous avez fait une plaque en métal unie, enfin voilà, il y a juste la texture de couleur, et vous voulez venir faire une découpe dans cette plaque, montrer comme si la plaque était divisée, qu'elle est, enfin voilà, qu'il y ait des petites nuances, qu'il y ait des petites lignes comme ça qui suivent la plaque. Vous pourriez soit le faire dans le modèle directement, soit le faire dans la texture de la plaque, vous pourriez dessiner cette coupure, mais de plus en plus, on va utiliser des techniques de décal qui nous permettent de superposer cet aspect de coupure par-dessus en utilisant des différents décals. Alors je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous dis juste que ça existe, donc vous pourriez trouver de temps en temps, si vous cherchez Trimsheet par exemple sur Google, vous pourriez trouver des images où vous voyez tout en bas plein de petits morceaux, plein de petits éléments, que ça soit, je ne sais pas, des textes de peinture qui pourraient être appliqués sur les objets, ou des effets de relief, par exemple, des grilles, des choses comme ça. Bah, tout ça, ce sont des décals qui pourraient être appliqués par la suite sur l'objet. Malheureusement, ici, Blender ne gère pas totalement les différentes décals, donc de toute façon, je ne vais pas m'attarder ici là-dessus pour Blender, ça serait plus pour Unreal Engine, par exemple. Mais donc, ne soyez pas étonnés si dans les trim sheets, de temps en temps, vous voyez ici en bas plein de petits morceaux qui ont l'air d'être de voler, en fait, avec de la transparence autour. Ce sont tout simplement des décals. Donc, une fois que vous avez découpé votre trim sheet, en suivant bien ici la grille. Moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait de magnétisme. Donc ici, j'ai mes trucs qui sont à peu près, mais pas totalement. Rien de plus simple, hein, je sélectionne ici tous mes vertex et je fais Shift S, cursor Selection to Grid. Voilà, et là, je suis certain qu'il est venu pile me mettre les points sur la grille. Là, j'ai plus de problème. Ça, maintenant, je fais un U Project from View Bounds. Alors normalement, je ne serais pas obligé de le faire parce que j'ai fait des coupures avec contrôleur et normalement il n'y a pas trop de soucis. Mais comme j'ai fait un Selection to Grid et qu'il y a eu des petits déplacements, là parfois ça pose des problèmes sur les UV. Donc voilà ici ce que ça donnerait sur mes UV. Donc ici vous voyez que je retrouve les lignes que j'ai créées ici, hein. C'est vraiment la même chose. C'est parfaitement aligné ici. Et donc maintenant je vais préparer le terrain pour pouvoir vraiment sculpter mes différents trims et les modéliser si je dois faire de la modélisation. Vous allez voir que ça n'a rien de très compliqué. Je vais prendre ici chaque face. Donc bien se mettre en vue dessus, je prends chaque face. Je fais Y, ce qui me permet de la séparer.
du reste de la forme, et je viens la déplacer, cette fois-ci en faisant CTRL pour vraiment utiliser le magnétisme et la positionner sur la grille. Et je fais ça pour tous les morceaux. Alors le mieux, c'est de laisser un décalage quand même assez conséquent. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc vous laissez un petit décalage ici entre les différents morceaux. Ici, alors pas oublier de faire Y, sinon ça ne va pas aller. Là, tout ça, je vais le remonter encore un peu. Bon, c'est pas très grave si l'espace entre chaque morceau est pas le même tout le temps, hein. Voilà. Donc ici, j'ai tout décalé. Donc ça, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'ici, quelque part, c'est cet élément-là qui va me servir à faire mon bake. C'est mon low poly, en fait. Cet élément-là, c'est mon low poly. Pourquoi? Parce que j'ai décalé ici tous les morceaux, tous les trims. Mais si je regarde dans mes UV, si je resélectionne tout, vous voyez que mes UV n'ont pas changé. J'ai toujours ma texture qui est bien carrée, où je vais avoir chaque morceau ici indépendant. Donc ça, je pourrais le renommer low poly. Ou trim sheet underscore low, ou enfin voilà, en fonction de ce que vous allez faire après. Maintenant qu'on a ça, je vais vous montrer comment on va pouvoir faire le high poly, cette fois-ci, ce qui va nous servir à faire le bake. Et les règles que moi j'utilise pour faire ça, encore une fois, là c'est plus parce que moi je l'utilise comme ça, mais il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, il y a des gens qui n'utilisent pas du tout cette technique-là, hein. Donc ici, moi je vais vous le montrer sur un des... On va en prendre un, on va prendre celui-là. Donc je viens ici dans le low poly, je vais faire Shift D pour copier ce morceau-là, P pour le séparer avec sélection. Et donc maintenant, j'ai ici un autre morceau de mon trim sheet que j'ai séparé. Donc je vais cacher ici le low poly. Et on va utiliser ça comme base pour faire le high poly. Alors, je vais me remettre en layout, là j'ai pas besoin des UV. Donc là le but, c'est que cet élément-là soit mon high poly. Quand après je vais faire le bake dans Substance Painter, il puisse me faire une belle bande. Si possible avec des biseaux en bas et en haut. Que si je l'applique sur une forme carrée, j'ai quelque chose qui va s'arrondir légèrement. Et surtout où il n'y ait pas de problème au niveau des occlusions, des curvatures, etc. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi j'ai fait ici un décalage entre chaque trim? C'est pour qu'au moment du bake, les différents trims ne viennent pas s'influencer les uns les autres. Si j'avais tout laissé coller, je pourrais très bien tout laisser coller et juste faire les biseaux et puis voilà, faire tous mes trim sheets et les garder tous collés. Le problème, c'est que le trim sheet, par exemple, ce trim sheet-là va peut-être faire des occlusions sur celui qui est ici. Et ça, j'en ai pas forcément envie. Ça dépend. De temps en temps, ça peut être intéressant pour certains types de trim, mais en tout cas, la plupart du temps, vous voudrez plutôt avoir des choses qui sont totalement indépendantes. Un peu comme si dans Photoshop, vous aviez d'abord fait une bande de 64 pixels de haut sur 2048, que vous avez peint, et puis vous l'avez mis dans votre texture. Et vous faites la même chose avec toutes les bandes, et vous venez les recoller les unes en dessous des autres. Mais les différents trims vont pas avoir forcément de rapport les uns avec les autres, ils vont pas forcément s'influencer. Donc ici, moi, c'est un peu la même chose. Pour éviter d'avoir ces influences, je les ai séparés. La deuxième chose que je vais devoir faire pour être sûr de ne pas avoir de problème au niveau du bake, c'est de déborder. Donc de déborder à droite et à gauche, sinon je risque d'avoir au niveau du bake, si le bake ne se fait pas parfaitement, je risque d'avoir une petite ligne noire, en fait, au début ou à la fin. Et donc, si j'essaye de faire boucler ça, après de le réutiliser plusieurs fois, de le faire tiler sur la longueur, je risquerais d'avoir des coupures. Donc pour éviter ce problème-là, je vais prendre mes points ici et je vais tout simplement les extruder d'un côté et de l'autre. Alors là, j'ai fait la même taille, voilà. C'est pour que ça soit symétrique, ça me permet de n'avoir. Je vais toujours utiliser à peu près la même dimension. Donc encore une fois, tout ce qui est ici et ici ne sera pas dans le bake. Normalement, c'est juste pour que quand je vais faire mon sculpte ou quand je vais faire ma modélisation, c'est presque du bord perdu, quelque part. Un peu que ce qu'on fera en impression pour que une fois qu'on coupe, ça reste propre. Voilà, on étale un petit peu sur les côtés. Donc là, ici, je viens me mettre en vue de côté et je vais vous montrer, je vais faire un extrude.
Je vais faire un extrude, je vais reprendre ici les points qui sont en bas, je vais les redécaler. Donc là, en gros, ce que j'ai fait, c'est extruder, et puis j'ai redécalé les points ici en dessous. Si j'affiche mon low poly, je vais peut-être me mettre en wireframe, voilà. Donc vous voyez, j'ai bien mon low poly qui est entre les deux, qui est au milieu, en fait, de l'épaisseur. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que, ici, moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un biseau en haut et en bas de mon trim, pour encore une fois pouvoir avoir cet aspect arrondi si jamais je le viens le mettre sur quelque chose qui est bien droit, pour qu'au niveau des normales, j'ai quelque chose qui vient créer une sorte de biseau, un bevel artificiel au niveau de la normale directement dessus. C'est pas une obligation, c'est juste que, voilà, encore une fois, là, je vous montre plutôt la manière dont moi je travaille, mais c'est pas du tout une obligation absolue de faire ça. Donc moi ici, j'ai créé un biseau à 45 degrés, précisément. C'est-à-dire qu'ici, j'ai bien 45 degrés d'angle, puisque j'ai décalé de... J'ai bien une case de 2 cases sur 2, donc j'ai bien ici 45 degrés. Et encore une fois, j'ai débordé en dessous. Vous voyez que ça dépasse, alors que mon bake, si je réaffiche mon poly, mon bake, lui, s'arrêtera ici. C'est-à-dire qu'il va projeter uniquement jusqu'à cette ligne-là et jusqu'à cette ligne-là. Donc, encore une fois, j'ai fait ça parce que j'ai envie de déborder pour être certain qu'il n'y a pas de problème au niveau du bake. Donc là aussi, je déborde. Je déborde au-delà de la forme qui sera calculée. Donc si je viens me remettre ici et que je vous montre, bah, vous voyez bien que j'ai mon bake ici qui va se faire sur le morceau ici qui est à l'intérieur. Tout ce qui dépasse sera inutile. Donc là, ici, c'est bon. J'ai ma base pour mon high poly pour ce morceau-là. Je vais me remettre ici en solide. Et ici, je pourrais commencer à faire de la modélisation. Alors, ce que je veux dire par modélisation, c'est que je pourrais, imaginer, prendre ces deux lignes-là et déjà commencer par faire un petit bevel ici pour arrondir un peu ça. Je pourrais venir utiliser des booléanes pour couper des formes. Je pourrais faire ça, par exemple. Si je prends ça, alors là, pour le coup, si je veux ces lignes-là, je pourrais les enlever. Hein. Ces faces-là, plutôt. Je ne suis pas obligé de les garder. Si jamais c'est plus facile pour moi de travailler comme ça, et donc je pourrais par exemple venir faire un extrude ici en Z. Pas oublier de créer à chaque fois des biseaux. Pourquoi? Parce que si je laisse comme ça, si je fais ça, ici en vue de côté, je vais zoomer un peu, voilà. Si je fais ça, ce morceau-là, au niveau de la normale, ne se verra pas. Si je me mets en vue de dessus, et que si j'enlève ici les lignes, vous voyez que j'ai l'impression d'avoir quelque chose de parfaitement lisse. Pourquoi? Bah parce que ce rebord que j'ai fait ici, en vue de dessus, comme les planes que j'ai extrudés sont à 90 degrés, eh bien, il ne le voit pas. Et ça, c'est ce que le bake va voir. C'est-à-dire que quand vous allez calculer vos normales, c'est ce que le baker de substance verra. Et donc, vous n'aurez pas ici de normales qui seront visibles à cet endroit-là. Ce qui est quand même un peu dommage, puisque c'est pour ça qu'on le faisait. Donc, ne pas oublier de créer un bevel pour que le baker soit capable de le voir et que vous ayez une normal map à cet endroit-là. On peut utiliser aussi ce truc-là à notre avantage. Alors je vais vous montrer des exemples après, mais on peut très bien faire voler des éléments au-dessus, ici de notre objet, pour donner l'illusion que ça a été creusé dans la forme. Donc là, ici, je vais vous montrer des exemples après, ce sera plus simple que de vous en créer un ici. Mais vous verrez qu'on peut tricher un petit peu, et avoir des choses où on a l'impression d'avoir des booléennes qui ont été créées dans notre forme, alors que pas du tout, c'est juste quelque chose qui a été mis par-dessus et au-dessus de notre élément. Donc ça, c'est la première solution, c'est donc quelque part, faire de la modélisation et de venir ajouter des éléments. Je ne suis pas obligé de garder un seul élément, d'ailleurs, je pourrais très bien venir mettre ici... je vais faire un petit truc ici, je prends un cube, je vais le scaler. Je prends cette face ici au-dessus, je la scale aussi, je fais ça. Vous voyez ici un petit peu ce que ça me donne. Et ça, je pourrais ici, après, le dupliquer.
Alors, ce qui est bien, c'est que bah, vous savez... mettre en wireframe, voilà. Vous savez qu'ici, ça, c'est le bord de votre bake, ici. Donc cette ligne-là représente, vu que j'ai fait un... C'est pour ça que j'ai fait un extrude et j'ai pas scalé en largeur. C'est justement pour avoir une limite quelque part où il me donne l'endroit où mon low poly va s'arrêter. Et donc si je mets mon élément ici pile au centre et que j'en recopie un et que je le mets de l'autre côté, eh bien je vais avoir quelque chose qui boucle. C'est-à-dire que ici, ce petit cube-là va se prolonger en fait sur la partie gauche ici. Donc si vous organisez bien vos éléments, vous pouvez faire boucler sans problème, avec des choses comme ça qui vont être rajoutées par-dessus. Celui-là, je pourrais l'agrandir si je voulais. Enfin voilà. Donc là, je peux faire... vous n'êtes pas obligé de rester dans quelque chose comme ça. Vous pouvez en rajouter ici aussi. C'est pas forcément juste sur les lignes. Voilà. C'est à vous de voir un petit peu comment vous les organisez. Tant que vous vous arrangez pour que ce qui est ici est répété ici, vous n'aurez pas de problème. Donc ça, voilà, on est dans une configuration de modélisation un petit peu classique. Alors tout ça, je vais le prendre, et je vais tout fusionner. Je vais comprendre pourquoi. S'il veut bien, voilà. Donc je fais CTRL-J. Donc voilà, j'ai tout mis ici. Et je vais... Alors là, par contre, pour le coup, je vais recréer, je vais enlever ces faces-là. Et je viens recréer les faces qui sont ici. Je vais faire une par une, parce que sinon, ça ne veut pas aller. Voilà. Donc ici, je recrée ça. Alors pourquoi j'ai fermé ici? C'est parce que je vais maintenant vous montrer qu'on peut aussi utiliser du sculpt quand on fait ça. Donc moi ici, je vais... tiens d'ailleurs, je vais vérifier parce que là, j'ai un truc qui est bizarre. Je pense que j'ai fait une copie en trop. Oui, ce petit élément-là. Voilà. Donc ça, je vais aller en sculpt. Je vais zoomer un peu. Je vais faire Shift R pour choisir la résolution que j'ai envie. Là, à mon avis, 0,25, ça sera très bien. Et je fais CTRL R. Voilà. Donc là, maintenant, il m'a tout fusionné. Si je regarde ici le wireframe, voilà ce que ça me donne. Hein. Vous voyez qu'en termes de polygone, là, je suis bien sur un high poly. Et je vais sculpter. On va prendre ici les outils de sculpt. Et par exemple, je vais prendre ici l'outil de scrape. Et je vais faire des petits trucs ici, par exemple, sur les bords, pour donner l'impression voilà, de quelque chose qui a été un petit peu usé. Donc là, je suis libre, hein, je suis en train de sculpter, donc je peux faire un peu ce que je veux. Attention quand même d'avoir une résolution suffisante. Là, vous voyez qu'il y a des détails que j'aurais du mal à faire. Il faudrait que j'augmente un petit peu la résolution. En tout cas, voilà. Donc vous pouvez passer un peu de temps à sculpter. Le gros souci, quand vous allez sculpter, c'est ce qui va être sur les bords, ce qui devrait normalement boucler. Donc sur les bords de la texture et qui normalement doivent se retrouver, enfin voilà, ça doit tiler. Donc le but c'est que mes trims puissent se répéter en horizontal. Et donc, je vais avoir un problème, c'est que si je commence à sculpter ici, bah, il faudrait que j'arrive à exactement refaire le même sculpt ici. Vous vous rendez bien compte que c'est pas possible, en tout cas pas comme ça. Donc ce que je vais devoir faire, c'est activer une des fonctionnalités ici de symétrie qui sont dans Blender, qui s'appelle Tiling. Je peux demander de faire un tiling en X. Là j'ai X parce que j'ai orienté mes trims dans le sens X. Hein. Et je vais ici mettre 1.6. Pourquoi 1.6 non, pas 1.6, pardon. Je vais mettre 2. En fait, j'ai pas appliqué les... J'ai pas appliqué... Voilà. Donc si je mets 2, eh bien vous voyez que ce que je viens de venir peindre ici se retrouve aussi ici, et inversement. Donc il nous montre ici, donc si je reprends ici mon scrape et que je viens faire ça, eh bien vous voyez qu'il m'a fait exactement la même chose ici. Et je pourrais le faire dans un sens ou dans l'autre. Hein. Pour lui, c'est pareil. Il n'y a pas de différence, donc il va automatiquement le faire de l'autre côté. Et donc je suis certain d'avoir quelque chose qui va parfaitement boucler quand je vais faire mon bake. Donc là, ici, voilà, on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Encore une fois, je peux aller beaucoup plus loin, enfin je pourrais passer du temps à faire des sculptes. Là, c'était quelque chose de très simple. Mais vous pouvez avoir quelque chose d'aussi complexe que vous le voulez. Une fois que j'ai terminé ça,
eh bien, je peux tout simplement passer au trim suivant. Alors, je vais vous montrer un exemple d'un trim, un des trims que j'ai utilisé pour le pont, ce sera peut-être plus parlant. Donc ici, voilà mon low poly, un des low poly que j'ai fait pour le pont. Alors en fait, c'est le même low poly pour les deux, hein. Que ce soit pour le métal et pour le bois, justement, j'ai utilisé la même base. Et je peux vous montrer ici, on va commencer par le bois. Donc voici les high poly qui ont été faits pour le bois. Donc vous voyez que on peut aller vraiment très loin. Ici, j'ai un morceau avec voilà, quand même pas mal de modélisation en plus par-dessus. Vous voyez qu'ici, par exemple, je suis venu mettre des sortes de planches qui ont été sculptées pour donner cet aspect de parquet, enfin, de planche. Donc voilà, vous avez un petit peu ici le visuel. Alors vous remarquez que j'ai pas, même si c'était mon trim sheet pour le bois, je ne suis pas venu mettre les lignes, les fissures du bois, etc. dedans, tout simplement parce que ça, je voulais mettre directement dans Substance Painter en termes de texture. Ça veut dire que je pourrais le faire varier. Je pourrais très bien faire reprendre exactement ce high poly là, mais pour faire une variante au niveau du bois, ou justement qui serait un peu plus destroy, ou au contraire qui serait plus lisse avec du vernis, ou enfin voilà. Donc j'ai plusieurs possibilités comme ça, et je me laisse cette liberté-là dans Substance Painter de le faire. Donc j'ai des parties qui étaient sculptées comme ici. Donc ça c'était pour le bois, où globalement j'ai fait du sculpte, parce que je voulais ce côté un peu organique sur les bords, je voulais qu'il y ait des choses un petit peu imparfaites. Vous voyez ici que j'ai fait des carrés qui vont correspondre au bout des poutres, mais je pourrais, vous voyez que j'ai encore plein de place, hein, donc j'aurais pu rajouter pas mal de choses ici. Euh, et je vais vous montrer le métal. Alors c'est peut-être pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Où vous voyez, je reprends le même principe, sauf que cette fois-ci, c'est des choses qui sont beaucoup plus droites. Là, cette fois-ci, je ne les ai pas sculptées, j'ai plutôt modélisé. Et je vais en profiter pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, avec les petits éléments qui volaient par-dessus. Donc ici, vous voyez que j'ai même des tuyaux, hein, voilà. Je me suis juste arrangé pour que le tuyau ici, j'ai le même tuyau de l'autre côté, pour être certain que ça boucle, hein, encore une fois. Si je me mets en vue de dessus, voilà ce que ça donne. Je vais désactiver les cavities temporairement, pour que vous compreniez bien ce que je vais vous montrer ici. Donc si vous regardez ici, on a l'impression que ces éléments-là ont été sculptés, ont creusé dans ma forme principale, mais aussi cette ligne-là. On a l'impression que voilà, j'ai découpé ça. En fait, pas du tout. C'est des éléments qui sont par-dessus, qui sont en train de voler au-dessus. Donc ici, j'ai un petit élément, par exemple ici, qui vole au-dessus de ça. Je me suis juste arrangé pour qu'il soit bien plat sur le dessus. Idem ici pour cette ligne-là, hein. Je me suis juste arrangé pour que ça soit bien droit ici au-dessus. Et le fait que ça soit volant ici, quand je vais calculer les normales, pour lui, vu que les deux planes, les deux rebords sont parfaitement parallèles et face à la caméra, et bien pour lui, ça sera tout plat. Il n'y aura pas de décalage, il ne va pas faire de coupure, j'aurai l'impression d'avoir des éléments qui ont été sculptés dessus. Alors vous voyez que ça me permet de faire des choses comme ça, qui auraient été un peu pénibles à devoir vraiment... il aurait fallu que je fasse des booléans ou des choses comme ça. On peut le faire même sur des choses qui sont ici sur les bords. C'est-à-dire que là, en fait, voilà, j'ai coupé un tronçon de ma forme ici pour ensuite pouvoir sculpter ce truc-là dedans. Et ensuite, ça me permet de le copier et de le mettre où je veux. Si je standardisais les bords, là je pourrais pas par exemple le réutiliser, le mettre ici, tout simplement parce que j'ai pas standardisé le bevel que j'ai mis ici sur les bords. Donc la forme que j'ai ici ne fonctionnerait pas forcément ici. Mais ça peut être aussi prévu. Si vous savez que vous voulez faire plein de petits éléments que vous allez pouvoir comme ça répéter et mettre à d'autres endroits, arrangez-vous pour standardiser aussi quand vous faites les bevels sur les bords, pour que ça soit standardisé. Et comme ça, vous pouvez le répéter à volonté. Donc voilà un petit peu ce que j'avais. Alors celui-là, il y a une petite différence, ce trim-là. D'ailleurs, là, ici, je l'ai inclus dans le trim sheet de métallique, mais j'aurais presque dû faire un autre trim sheet juste pour ça, et pour pouvoir rajouter tous les autres éléments qui fonctionnent un peu de la même façon. Là, en fait, ce morceau-là, il doit boucler à la fois en horizontal, mais aussi en vertical. Pourquoi? Parce que c'est le trim sheet que j'utilise pour faire les câbles. Et donc les câbles doivent à la fois pouvoir tailler sur la longueur du câble, mais aussi sur sa périphérie. Donc il doit, vu que je viens appliquer le trim sheet et que le trim sheet va tourner autour du câble, il faut que là où il y a le raccord, ça soit aussi collé.
Donc voilà, c'est peut-être la seule spécificité, c'est ça, c'est ce trim-là qui doit à la fois boucler en vertical et en horizontal. Pour les autres, il boucle uniquement euh, à l'horizontale. Donc là, ici, maintenant que j'ai tout ça, comment j'utiliserai ça dans Substance? Comment je vais appliquer vraiment mes textures? Bah, comme dans n'importe quel objet, en fait, hein. C'est-à-dire que j'ai ici, je pourrais tout sélectionner, sauf ici mon low poly. Donc je sélectionne tout ça, je l'exporte en FBX. Encore une fois, je l'exporte en FBX parce que si jamais j'ai utilisé des choses qui viennent modifier les normales, bon là ici je pense que c'est pas le cas, mais donc voilà, ici je pourrais très bien Si, voilà, pour lui je l'ai fait. Vous voyez par exemple ici j'ai un weighted normal sur cet élément-là. Ça serait pas sauvé dans un OBJ, je pense. De mes souvenirs, les OBJ ne prennent pas en compte les normales, les customs normales vont pas être sauvés, contrairement au FBX. Donc ici, je vous conseille de sauver en FBX, et vous sauvez aussi, bien évidemment, votre low poly. Donc là, le low poly, bah, s'il est standardisé, que vous utilisez tout le temps le même, je dirais, vous n'avez même pas à vous embêter, ça sera toujours le même low poly que vous viendrez charger dans Substance Meter, il n'y a que le high poly que vous viendrez changer en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Donc moi, je vais vous montrer dans Substance ces éléments-là que j'ai déjà bien évidemment intégrés. Donc voilà ici ce que je vais avoir quand je fais le bake dans Substance Painter. Donc moi je suis venu charger mon low poly et j'ai juste fait un bake. euh, Tout ce qui est de plus simple ici, dans les options, je suis juste venu chercher mon high poly, hein, ici dans la liste, avec le petit bouton qui est là. Et sinon ça reste un bake, tout ce qui est tout ce qui est de plus classique. J'ai juste poussé aussi ici le max frontal distance et le max rear distance, tout simplement parce que bah, ça ne prenne pas de conséquence d'avoir quelque chose de très haut dans ce cas-ci, puisque c'est une projection qui va être sur un plan. Donc je risque pas d'avoir des choses qui vont où il va venir me chercher des détails, par exemple, de ce qui se trouve à côté. Là, je suis certain que je peux le pousser, il n'y a aucun risque par rapport à ça. Là où il faut faire attention, c'est si vous utilisez la technique où vous venez faire voler des petits éléments, si vous mettez des décals en gros au-dessus de vos objets pour faire le bake, dans Ambient Occlusion, vous devez ici sélectionner In Your Backface Always. Sinon, vous risquez d'avoir des ambiantes occlusions qui vont se faire de ces petits éléments qui sont au-dessus de vos trims. Et donc, il va faire une occlusion par rapport à ça, parce qu'il ne va pas regarder le sens de la normale pour faire les occlusions. Donc voilà, ça peut poser problème. Donc surtout, si vous avez des petits éléments comme ça, des décals que vous venez mettre au-dessus, n'oubliez pas ici de mettre In Your Backface Always. Là, ici, ça fonctionne dans Substance Painter. C'est vrai que je vais quand même... Attention, si vous faites le bake dans un autre logiciel où vous avez besoin des 8, les informations de hauteur, parce que vous voulez faire du parallaxe ou peu importe. Euh, Là, évidemment, cette technique-là ne fonctionnerait pas. Parce que là, les informations de 8 seraient erronées. Il va vous dire que l'élément, il est au-dessus du trim. Donc, ça fonctionne uniquement si vous travaillez avec les normales, mais pas avec le 8 pour faire des informations, soit de tessellation, soit de parallaxe. Donc, voilà, c'était quand même une petite parenthèse. Donc une fois que j'ai ça, je fais mon bake et donc j'ai ce résultat-là. Donc il est bienvenu. Donc là, c'était les trims métalliques. Et donc vous voyez que j'ai absolument aucun problème, hein. On a l'impression que c'était tout en un bloc. J'ai pas de souci particulier. Et ça m'a quand même simplifié grandement le process de modélisation. Une chose que je n'ai pas spécifié aussi, mais encore une fois, hein, attention de ne pas avoir de choses qui sont pile à 90 degrés par rapport, qui sont parallèles en fait à l'axe de la caméra. Euh, donc ici, c'est pour ça que même ici, j'ai mis des biseaux, je me suis arrangé pour vraiment rien avoir qui soit dans le sens pile de la caméra vue de dessus, pour que dans les normales, ça se voit. Il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Donc là, j'ai bien ma base, et ensuite, bah là, c'est du Substance Painter. Je suis juste venu ici rajouter mes éléments. Alors, je vais quand même avoir un petit truc en plus, c'est, comme je vous le disais, ce trim sheet qui est ici, qui est fait pour les câbles, et donc qui doit boucler à la fois sur les côtés et aussi en haut. J'ai dû faire des petites adaptations, et notamment, j'ai dû utiliser un matériau qui était prévu pour pouvoir redimensionner, c'est-à-dire que vous voyez que si ici, quand je l'ai sélectionné, il fait pas toute la dimension, contrairement à ici, vous voyez, où là, il me prend toute la surface. Ce matériau qui est ici, alors attendez, je vais le resélectionner, je crois que c'est celui-là, voilà. Je suis venu l'écraser pour qu'il fasse pile la taille du trim. Pour justement
parce que je sais que cette texture-là, elle boucle en haut et en bas, mais elle boucle à ses extrêmes. Donc là, pour que ça boucle sur le trim, je suis obligé de rapprocher les bords, pour que ça fasse pile la taille du trim. Mais, pour que ça fonctionne, eh bien, il faut que votre matériau il soit prévu pour pouvoir être stretché comme ça en hauteur. Donc moi, je l'ai fait, mon matériau qui était dans Substance de Designer, j'ai prévu de pouvoir étirer à l'intérieur les tâches et les choses comme ça, pour que bah, si je l'écrase, je peux étirer les tâches dans l'autre sens pour revenir à quelque chose qui est plus ou moins droit, où il n'y a pas cette notion d'écrasement, d'étirement. Donc voilà, c'est le truc où il faut faire attention, c'est si à un moment vous avez des trims, par exemple vous faites des cordes ou des choses comme ça qui doivent boucler dans tous les sens, eh bien il faut aussi que vos matériaux puissent se caler pile sur le trim à ce moment-là, même en hauteur. En largeur, logiquement, les matériaux étaient taillable. Dans tous les cas, si vous faites des matériaux dans Substance Designer, ils seront taillable. Et si vous utilisez des photos ou des images peintes ou des choses comme ça, bah, arrangez-vous juste pour que ça soit taillable aussi dans la largeur, hein. Donc encore une fois, là, moi j'utilise Substance, mais dans la pratique, vous pourriez faire votre bake dans Marmoset ou dans ce que vous voulez, et venir peindre après vos éléments dans n'importe quel logiciel. À partir du moment où vous arrangez pour que ça boucle à droite et à gauche, vos trim sheets fonctionneront parfaitement. Donc voilà, au niveau des trim sheets, il n'y a pas grand-chose de plus. Là, on est plus dans un processus de texture un peu classique, hein, voilà, il y a pas de... J'ai juste essayé de faire des variations. Alors ça aussi, il faut essayer Dans un même trim sheet, vous voyez que j'ai rassemblé tout ce qui était métallique et tout ce qui était en bois. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve le plus pratique, parce que ça me permet, sur un environnement, par exemple, complet, ça vous permet de venir dire je vais avoir des trim sheets qui seront spécifiques à tel type de matériaux et donc de pouvoir facilement les retrouver. Si c'était juste pour faire un objet, c'est pas forcément la meilleure technique parce que j'aurais pu très bien faire un trim sheet par exemple de 2048 sur 4096 en hauteur et mettre toutes mes lignes, tous mes trims dessus. Mais en même temps, la base du trim sheet, c'est justement de pouvoir l'utiliser à grande échelle et pas forcément juste sur un objet. Donc, c'est pas forcément gênant si vous avez un trim sheet avec le métal, hein, avec le bois, avec, j'en sais rien, les câbles et justement tout ce qui va boucler aussi en vertical. Euh, faut essayer de vous organiser pour que ça fonctionne bien pour vous. Donc là, ici, voilà, j'ai rien de plus à dire au niveau de Substance Maker. Encore une fois, vous pourriez le faire dans Photoshop du moment où vous avez les bandes et que c'est organisé comme un trim sheet, il n'y a absolument aucun problème, ça marchera aussi. Et donc on va revenir à Blender pour voir bah, comment on va utiliser maintenant ces trim sheets, comment on va les appliquer sur nos objets. Alors on revient ici dans Blender et j'ai rechargé mon pont et j'ai flingué une partie des UV pour vous montrer justement comment on doit appliquer ces éléments-là. Donc je vais d'abord vous le montrer sur des petits éléments comme ça du pont, et après je pense qu'on fera voilà, une sorte d'objet, un truc à côté, vraiment pour que vous compreniez le système. Donc moi ici j'ai flingué voilà, cette courbe qui est ici, euh, donc ces éléments-là. Donc comment on va déplier ces UV-là pour pouvoir facilement les mettre sur ici notre trim sheet. Bah, vous allez voir qu'en fait c'est assez simple, hein. Alors je vous cache pas qu'il y a des add-ons et des plugins qui permettent de vous aider par rapport à ça, notamment au niveau des UV pour redresser un peu tout et faire des belles lignes. Moi ici je vous montre la technique sans rien installer de particulier. On va utiliser une fonctionnalité des UV qui s'appelle Follow Active Quads. Donc le principe est simple, vous prenez un des polygones que vous devez déplier. Donc là, il n'y a pas besoin du tout de mettre de Sims ou de trucs bizarres, il ne faut pas venir faire de couture à l'avance. On va vraiment travailler en disant je prends une bande de polygones et je la déplie et je passe à la suite. Donc là, ici, imaginons que j'ai déjà tout fini de texturer, il ne me reste plus que ça. Je vais prendre ce polygone-là. J'aurais très bien pu prendre celui-là, hein, c'est pareil. Si vous n'avez vraiment pas d'UV dessus ou qui sont vraiment trop bizarres, bah, commencez par faire un U unwrap. Voilà, il va vous faire ça. Et donc, je vais venir ici sélectionner un des polygones et je vais le redresser. Donc ici, je vais venir parfaitement l'aligner en sélectionnant ici les points et en faisant clic droit à Line Auto. Donc ici, je viens à Line Auto, ou enfin voilà, je pourrais faire aussi directement à Line X ou Y. Voilà. En gros, le but, c'est de vraiment en faire un polygone parfaitement rectangulaire. Donc ici, en faisant clic droit à Line Auto, vous êtes certain que les deux points que j'ai sélectionnés, ils sont bien droits. Maintenant que celui-là est parfaitement déplié, je viens chercher, je vais venir chercher toute la ligne.
Donc je resélectionne ici tout ce que je dois déplier qui doit s'aligner sur celui-là. Et je fais bien attention d'avoir la face active. Je vous rappelle, la face active, elle est visible parce qu'elle a un carré blanc ici, et ici, dans les UV, elle est légèrement blanche au centre. Donc vous devez l'avoir, ça doit être la face que vous avez dépliée, rectangulaire, qui soit la face active. Moi, c'est le cas. Si jamais vous étiez là, si par exemple la face active, c'était celle-là, vous voyez que moi, ma face active ici, elle ne serait pas à droite, donc ça ne fonctionnerait pas. Ben, c'est pas grave, il suffirait que je refasse Shift, clic sur celle-là, 2 fois, une fois pour la désélectionner, une fois pour la remettre active. Et une fois que j'ai bien donc toutes mes faces sélectionnées ici que je dois déplier et la face active qui a bien été mise en rectangulaire, je fais U Follow Active Quads. Là, je fais OK. Et voilà ce que ça me fait. Vous voyez qu'il me fait une belle bande. Parfaite. Et donc, je peux ici venir l'appliquer ici. Alors, je vais forcément la scaler un peu. Essayer de trouver ça. Donc, le but, c'est ici vraiment de le mettre le plus proche possible des bords. Hein. J'avoue que voilà, je suis pas non plus parano à ce niveau-là. Je vais pas essayer de le faire au pixel près. La plupart du temps, ça n'a pas de. Si c'est comme ici, ça fonctionnera sans problème. Et vous voyez que le problème, c'est que ça m'a étiré. Ma texture, elle est vachement étirée sur la longueur. Donc je vais plutôt essayer de faire un scale de mon UV ici pour éviter d'avoir cet étirement. Alors si vous devez scaler en U, comme ici. Donc vous voyez que je peux jouer avec cette dimension-là pour jouer sur l'écrasement de ma texture en horizontal. Le plus important, c'est... Alors là, moi, dans ce cas-ci, j'aurais pas trop de problème parce que j'ai une symétrie ici, donc je sais que ça va parfaitement coller à l'autre côté. Et j'ai pas de boucle. C'est-à-dire que ici, le côté gauche et le droit vont pas se rassembler. Je vais pas avoir quelque chose qui va boucler. Donc, je pourrais faire le scale que je veux ici. Voilà, c'est à moi de choisir quel scale je veux. Mais si ça devait boucler, il faudrait c'est que je fasse un scale qui serait forcément un multiple, euh, entier et sans virgule. Donc là, vous voyez, en haut à gauche, j'ai mon scale. Et ici, si je mets 2, par exemple, c'est bien un nombre entier, ou si je mets 3, je suis certain que ça va boucler parfaitement, parce que, encore une fois, si je mets 2, par exemple, je vais vous le montrer peut-être ici, ça sera peut-être plus simple. Si je mets 2 ici, et que je redéplace là, en fait, ce qui se passe, c'est imaginer que cette texture-là est répétée ici. Bah, le bord droit ici de mon élément, ça sera l'équivalent du bord droit de cette texture-là. Pourquoi? Parce que j'ai mis 2, donc ça va faire 1, 2. Donc je vais vraiment avoir exactement la même texture. Le côté droit de cette texture-là va arriver aussi ici. Et donc je sais que ça va boucler. Contrairement à si j'avais fait un scale comme ça, où là je suis au milieu de la texture là, en gros, quelque part, et ici bah, je suis aussi au milieu de tout, donc c'est pas prévu pour boucler à cet endroit-là. Les seules boucles qui existent sont à droite et à gauche de ma texture. Bon voilà, ça ici, encore une fois, là j'aurais pas trop le souci parce que il n'y a pas de boucle dans ma 3D, donc ça n'aura pas d'incidence. Là où j'ai un petit souci, c'est que bah, forcément, voilà le problème des trim sheets. C'est que je vais peut-être la repositionner quand même un petit peu mieux en hauteur. Alors j'utilise les normales aussi, parce que c'est plus facile à voir. C'est aussi simple que ça. Je trouve ça plus facile de voir ici que sur mes couleurs. Ou voilà, les trims de temps en temps, et voilà, vous voyez qu'ici ça se mélange un peu, ça serait un peu plus difficile d'être certain de ce que je place. Mais si vous n'avez que la couleur, vous, ça sera sûrement plus défini s'il n'y a pas de normal dans votre texture. Ici, vous aurez sûrement des textures de couleurs qui seront plus définies au niveau des trims, donc ça sera aussi plus simple. Donc il n'y a pas d'obligation à utiliser les normales, mais voilà, moi j'utilise les normales, je trouve ça plus simple. Donc ici, je mets bien ça ici, voilà. Et je vous disais, le problème, c'est ce qu'on a là. Parce que j'ai ce truc-là qui arrive pile au bord, et c'est pas forcément super joli. Ce qu'on peut faire pour casser un peu ce truc-là, c'est utiliser le knife pour venir recréer
C'est un peu bizarre hein, ce que je fais ici. Vous voyez que j'ai créé des points. En fait, je suis venu recréer une face avec des points qui arrivent sur les bords ici de mon élément. Alors on va voir, ça sera peut-être pas parfait, je vais peut-être devoir les changer après, mais donc là je vais juste faire bien mes faces. Donc voilà, je suis venu juste recréer ça. Alors pourquoi j'ai créé ça? Parce que ici, je vais pouvoir sélectionner ma face qui est là, et donc celle-ci. Si je viens la tourner et que je viens ici faire ça, je peux essayer de refaire coller ici pour avoir une sorte de bord qui va venir fermer. Alors bon, je ne l'ai pas fait parfaitement ici, il faudrait que je... Voilà, je pense que j'aurais dû aller un petit peu plus loin pour vraiment aller jusqu'au bord ici. On peut le faire, mais ça va être un peu étrange, je pense. Hop, un petit peu plus loin. Voilà. Si maintenant je reprends ça. Voilà, comme ça j'ai aussi le biseau qui se fait ici. Donc ça peut vous permettre comme ça de fermer une forme, d'avoir un truc qui va, je l'ai ici, hein, ici aussi c'est pareil, je vais vous le montrer sur ce morceau-là. Vous voyez qu'ici j'ai redécoupé pour pouvoir avoir vraiment quelque chose qui est parfaitement coupé, alors que bah, si je prends ça, voilà, vous voyez que j'ai juste remis les bouts ici dessus. Ça me permet d'avoir quand même un bord qui va se terminer complètement ici sur les bords de ma poutre. Donc voilà un petit peu le système, c'est les petites choses. Pas oublier qu'on pourrait faire aussi l'inverse, c'est-à-dire que dire j'ai ici placé ma texture, par exemple ici sur le tablier de mon pont. Pourrait très bien venir utiliser la texture pour créer des lignes aux endroits où, je vais peut-être pas le faire là parce que ça va pas se voir des maths, je vais peut-être le faire là plutôt. Imaginons que je suis ici, je vais isoler cette partie-là, je vais même la sortir, comme ça je pourrais vraiment l'isoler complètement. Voilà. Donc vous avez ceci. Ben je pourrais très bien avec le knife dire je vais couper ici, refaire une coupure ici. Et si maintenant je prends ça, je peux légèrement le décaler comme ça. Et donc, de temps en temps, d'avoir comme ça un vrai relief, un vrai truc qui va déborder, qui sera dans le modèle, et qui permettra bah, de renforcer, on va dire, l'effet de relief qu'on pourra avoir dans la normale. Donc ça fonctionne bien avec voilà, les briques ou les choses comme ça permet d'extraire, enfin de sortir comme ça de temps en temps un élément. Bon là forcément je l'ai fait qu'à un endroit, donc c'est un peu bizarre, il faudrait que je le fasse quand même à plusieurs endroits, je pense, ici de ma texture. Mais en tout cas, voilà, ça reste une possibilité. Je voulais aussi vous montrer ce truc-là qui est possible. Donc là, on l'a fait sur quelque chose de droit, mais en fait, si je le fais ici sur des choses circulaires, ça fonctionne aussi. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est vous faire un exemple. Je vais cacher ça. Voilà, donc ici, je vais vous faire un petit exemple avec un nouvel objet. Je vais ici rajouter un cylindre. Je vais remettre au centre. Je vais faire un shade smooth avec un auto smooth. Voilà. Et on va faire vite fait un petit modèle à partir de ça. Et je vais... Voilà, donc admettons, j'ai cet élément-là à capturer. Je vais bien faire attention, je crois que je l'ai effacé, mais je vais vérifier. Oui, voilà, j'ai effacé le height. Ok. Donc, ici, je dois venir maintenant texturer ça. Donc, je vais aller dans mes UV Editing. Je vais lui mettre un des matériaux que j'ai. Donc, on va prendre le bois.
Voilà. Vous voyez que forcément, pour l'instant, bah, c'est un peu pourri. Je vais peut-être aussi rajouter une ligne ici, par exemple. Donc moi, ici, je dois déplier maintenant les boucles de polygones qui ont été faites et les appliquer sur mes trims. Donc je pourrais, je vais le faire ici avec 1. Encore une fois, je vais utiliser le follow active quads. Donc si je fais un... Bon, là, je fais comme s'il n'était pas du tout déplié. Là, il était déjà plus ou moins droit, mais voilà, faisons comme si. Donc ici, j'ai ça. Soit je pourrais ici sélectionner la face et la redresser, mais ce que je peux aussi faire ici, c'est bêtement dire, je vais prendre la face active ici, je vais la redresser directement à partir de l'unwrap. J'ai juste redressé la face active ici dans ce qui m'avait déplié. Et si ici je refais follow active quads, là maintenant c'est bien droit. Et donc ici je peux venir le replacer sur mon trim sheet hein, facilement. Voilà. Donc j'ai déjà un premier truc, et je pourrais faire le reste pour remonter au fur et à mesure, et puis prendre chaque bande et à chaque fois faire le follow active quads. Mais j'ai plus simple que ça. C'est-à-dire qu'ici, en fait, comme tout est connecté, toutes ces faces-là ici sont connectées, je peux en fait tout sélectionner, sauf le dessus et le dessous. Et là, vous voyez que je me retrouve avec que des boucles qui tournent de la même manière. Donc de temps en temps, vous pourrez gagner un peu de temps en faisant ça. C'est-à-dire que si je sélectionne tout ça, que je prends une face ici qui est déjà carrée, bon là il se trouve que j'ai déjà déplié en bas, donc celle-là elle est pile, pile à la bonne taille, eh bien je peux faire U follow active quads. Et vous voyez qu'il m'a automatiquement déplié toutes les boucles parfaitement. Et je peux maintenant les sélectionner et venir les repositionner là où je veux sur ma texture. Vous voyez que ici je change tout d'un bloc. Alors le but c'est pas d'essayer de les laisser tout coller comme ça, hein, évidemment, mais je vais pouvoir, alors déjà je vais essayer de les identifier. Ici je suis en train de bouger quoi. Voilà, donc là ici vous voyez qu'il est inversé, il faut que je le retourne comme ça. Voilà. Donc ça c'est le bas, et ça c'est le haut. Donc ici, maintenant que j'ai ça, eh bien je viens sélectionner par exemple cette bande-là qui correspond à la bande qui est ici. Je vais faire Y et G pour venir la replacer là où je veux. Par exemple ici. Je prends la bande suivante, je fais Y, G, et je viens la replacer. Celle-là, par exemple, je vais faire un scale de 2 en largeur pour avoir un peu plus de trucs. Alors, bien faire attention ici, surtout sur les petites bandes, parce que là, on n'a pas trop de marge, d'aller jusqu'au bout. Je vais prendre tout ça, je vais le faire sur le même, hein, je pense. On verra ce que ça donne. Donc ça, vous voyez que maintenant, comme je l'ai sélectionné ici, il m'affiche bien que le morceau sélectionné, je peux venir le replacer où je veux. Et je vais faire aussi un petit scale de 2. Ensuite, celui-là, je vais venir le mettre là. Vous voyez que c'est, enfin voilà, une fois que vous avez le système, c'est assez simple. Ça prend parfois un peu de temps parce que voilà, on a quand même pas mal de choses ici à déplacer si vous avez pas mal de boucles. Mais le gros avantage, c'est que vos textures, si elles sont déjà faites, vous n'avez pas trop à vous embêter. Alors, qu'est-ce que je vais venir prendre? Bon, voilà, faut pas. Là, après, justement, vous verrez que on aura peut-être intérêt à essayer de faire des variations avec le métal, par exemple, pour aussi avoir des choses un peu différentes. Pas toujours rester dans le même. Alors là, je peux aussi tricher un peu, c'est-à-dire que normalement, mon trim ici,
commence ici et s'arrête là. C'est un trim qui est assez grand. Mais je peux très bien venir dire je vais commencer ici et puis je vais aller jusque là. Donc là, il faut que je le scale et encore là, ça va faire un peu bizarre. Donc je vais peut-être plutôt l'arrêter là. Et ça. Et le petit dernier. Donc voilà, ici vous voyez que on a moyen d'avoir ce genre de choses directement avec les trims qu'on avait. Et je pourrais très bien dire, et maintenant, qu'est-ce que ça donnerait en utilisant le métal? Bah, ça me donnerait ceci. Vous voyez que les trims vont fonctionner encore, il n'y a que là où j'avais fait des trucs un peu bizarres, où j'utilisais pas les trims complets, où bah, ça va pas fonctionner des masses. Donc là, il faudrait que je redéplace un peu ça pour avoir quelque chose de plus sobre à ce niveau-là. Mais sinon, vous voyez que, et celui-là aussi, qui là vient me chercher ce qui était normalement pour mes câbles. Donc c'est pour ça, ici dans mes trim sheets, ce morceau-là, je regrette de l'avoir mis dans le même trim sheet, j'ai voulu économiser, avoir que deux trim sheets pour que ça soit aussi plus simple pour vous et que je commence pas à avoir 15 sets de textures différents. Mais là, ici, dans la pratique, ce morceau-là, normalement, je l'aurais mis ailleurs. Pour faire justement un autre morceau métallique avec des motifs, avec des choses qui restent un peu dans le même genre en fait que ce que j'ai ici en bois. Vous voyez que c'est un des morceaux où j'ai beaucoup de motifs. Il aurait fallu que j'ai la même chose ici au niveau du métal. Si je veux pouvoir facilement passer de l'un à l'autre, ici, ça me permet d'avoir, enfin, donner quand même des catégories, on va dire, par rapport à ça. Donc voilà, c'est juste que ici, il faudrait quand même, si je veux utiliser du métal, il faudrait que je réadapte un petit peu, parce que tout n'est pas forcément aussi bien que ce que je pourrais avoir en réorganisant un petit peu ça. Là où par contre je peux, ce que je pourrais faire, c'est dire, je reviens ici, voilà, je reviens ici en bois, je vais juste rajouter mon métal en deuxième matériau. Pourquoi? Bah, tout simplement pour dire, ici, ce morceau-là, je veux que ça soit du métal, et je veux qu'il vienne chercher ceci, par exemple. Et ouais, ces deux morceaux-là aussi, on va les mettre en métal. Vous pouvez comme ça après faire des variations. Voilà, je pourrais, et que c'est très simple après de venir varier comme ça. Si vous avez votre trim sheet, bon, celui-là, il n'était pas adapté là. Je vais venir le mettre là plutôt. Donc là encore, c'est peut-être des adaptations qu'il faudrait faire sur le trim sheet, vu que vous savez de toute façon que vous allez le réutiliser quand même. Le but c'est ça, c'est de le réutiliser quand même assez massivement. Donc il ne faut pas hésiter à le repenser, enfin à faire des petites modifications si vous vous rendez compte qu'il y a des soucis. Si maintenant je prends ça, c'est pareil. Un truc ici. Donc là, ici, je peux le déplier ça. Il faut que je fasse un polygone droit quand même. Sinon, il va pas vouloir. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Normalement, il est droit. Je n'ai pas besoin de le redresser celui-là. Sur un cylindre, il sera droit forcément. Follow active quads. Voilà. Là, le souci, c'est que si je viens sélectionner un morceau ici, bah, il va être très 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 étiré. Pourquoi? Parce que faudrait presque que je puisse prendre un morceau beaucoup plus petit ici, presque carré. C'est pour ça qu'ici, logiquement, si on a
Si c'était par exemple une colonne et qu'on a une grosse colonne qui monte comme ça, là, cette partie-là serait plutôt avec une texture qui se répète, parce qu'on pourrait la faire tiler beaucoup plus facilement dans tous les sens. Là, le seul morceau qui est prévu pour tiler comme ça serait celui-là. Si je venais ici le mettre là, je pourrais essayer d'avoir quelque chose qui fonctionne, parce que ce morceau-là est prévu pour tiler dans les deux sens, ce qui n'est pas le cas pour le reste, mais et voilà, ce serait pas forcément mettre en métal. Donc vous voyez, si je fais ça, là, ça va boucler dans les deux sens. Alors, pas totalement, parce que je suis pas bien aligné. Voilà. Et là, je pourrais venir chercher juste un morceau, comme ça. Voilà, j'aurai un truc comme ça. Bon, mes trim sheets sont pas forcément là adaptés à ça, mais ça vous donne une idée de ce qui serait possible de faire. Bon, là, ici, forcément, il faudrait aussi que je retravaille un peu ça. Souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est laisser justement le minimum de choses comme ça, un peu qu'on peut pas faire avec les trim sheets. Il y en aura forcément des morceaux, malheureusement, mais on peut essayer je dirais, de limiter la casse en les faisant le plus petit possible et le moins nombreux possible. C'est pas toujours très évident, mais en tout cas, c'est possible. Je vais prendre celui-là avec, hein, pour le faire. Hop. Proactive Quads. Voilà, ça nécessitera encore un peu de boulot pour vraiment m'adapter parfaitement ici à mes trim sheets. Je vais devoir séparer les deux. Ou le déplacer comme ça à la main. Et donc ce morceau-là, je pourrais venir chercher un truc très, très neutre qui ne va pas forcément poser de problème. Donc voilà, tout ça pour vous dire, on peut réutiliser ces trim sheets sur d'autres éléments. Après, plus vous allez avoir de trim sheets pour votre environnement, on va dire, plus ça sera simple, parce que vous allez pouvoir aller chercher des choses un petit peu à droite à gauche. Là, avec deux trim sheets, c'est quand même assez limité. On peut aller plus loin, mais voilà. En tout cas, moi ici, de la manière dont je les ai designés, je serai assez vite limité quand même avec les possibilités. Une chose que j'ai pas forcément évoquée, c'est que là, les trim sheets, je les ai fait carrés. Mais on aurait pu imaginer avoir des trim sheets qui sont rectangulaires. Du moment où vous respectez des puissances de 2, normalement, il n'y a pas trop de soucis. C'est-à-dire que si vous faites une texture qui va faire 512 en largeur sur 1024 en hauteur, par exemple, qui vous permettent d'avoir beaucoup plus de trim visible, eh bien, ça va pas poser de soucis particuliers. Donc vous aurez quelque chose qui sera normalement, qui posera pas de problème, en tout cas, au niveau ni du moteur de jeu, si c'est en Unreal, ni au niveau de Blender. Voilà, ça lui posera pas de problème particulier. C'est un peu bizarre quand vous allez faire vos UV, parce que forcément, sans la texture, ils seront tout écrasés. Mais voilà, ça reste aussi une possibilité. Pour terminer, je vais vous montrer aussi une des utilisations possibles qu'on peut faire avec les trim sheets, mais qui est un peu cette fois-ci un peu décalée. C'est ce que j'ai fait ici au niveau des animations sur mon pont. Avec, vous voyez ici les déplacements, on a l'impression que ces éléments-là voilà, sont animés. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tout simplement animé les UV. Idem ici pour les flammes que j'ai là. En fait, j'ai tout simplement plein de bandes qui sont superposées. Et vous voyez qu'au niveau des UV, je suis venu chercher un morceau ici de mon alpha. Donc ça, je l'utilise uniquement en termes d'alpha. Et je vais, en animation, venir décaler ça sur en horizontal. Donc en fait, je viens décaler les UV par le biais d'un modifieur qui s'appelle ici UV Warp.
Vous voyez, dans les transforms, vous pouvez mettre un offset, et vous voyez qu'ici, cette valeur-là, en fait, évolue avec le temps. Donc j'ai animé juste cette valeur-là, et comme on a ce déplacement et qu'il est assez rapide, cumulé à d'autres choses, hein. Ici, pour les flammes, j'ai par exemple mis un wave qui fait des effets d'ondulation. Mais on va avoir ce système-là, et idem pour ces éléments-là, où là aussi, voilà, je suis juste venu prendre un morceau ici, et ce petit morceau-là se met à se déplacer. C'est comme s'il se déplaçait en fait sur la texture, et donc on a l'impression que la texture est animée. Mais en fait, c'est pas la texture qui est animée, c'est uniquement les UV qui se déplacent, et ça, je peux le faire parce que je suis sur les trims. Si j'avais ma texture ici d'hologramme, si elle avait été en biais dans un coin de ma texture, parce que j'ai utilisé des UV un peu plus classiques, eh bien, ça poserait problème, parce que je pourrais pas le déplacer facilement, en fait. Je saurais pas comment déplacer mes UV facilement par rapport à ça. Voilà, donc j'espère que le fonctionnement des trim sheets maintenant c'est un petit peu plus clair et que vous pourrez utiliser ça dans vos projets. Et donc le but principal, hein, c'est vraiment de gagner à la fois du temps parce que ça vous évite de refaire une texture à chaque fois que vous faites un nouvel objet. Vous pouvez réutiliser des choses, gagner de l'espace aussi, parce que ça veut dire que dans un projet d'environnement, par exemple, vous n'auriez pas 50 000 textures, mais juste des trim sheets. Aussi dans qualité, parce que le fait que ça soit des trim sheets et que on va pouvoir les tiler facilement sur des grandes surfaces, ça permet d'avoir une meilleure résolution au mètre carré, j'ai envie de dire. Et donc vous allez avoir ici des choses qui seront de meilleure qualité que si vous essayez de... Là encore une fois, j'ai fait des textures par exemple de 2048, si je les poussais en 4096 et je pourrais faire des choses plus réalistes. Voilà, là je voulais quelque chose de stylisé, mais on pourrait très bien imaginer ça avec des choses plus réalistes. Et donc ça veut dire que je vais avoir une texture qui sera beaucoup plus fine et qui me permettrait d'avoir une résolution beaucoup plus haute que si je dépliais tout mon objet et que je faisais la texture pour tout l'objet en même temps. Et là encore, je suis sur un petit objet, mais si vous êtes en train de faire des gros bâtiments, des grosses façades, évidemment qu'il vaut mieux avoir plusieurs textures qui vont tiler qu'une grosse texture qui texturerait un petit peu tout votre bâtiment. Vous n'auriez pas la résolution suffisante pour le faire de cette manière-là. Donc ça reste une utilisation qui va aussi évoluer avec le temps parce que, comme je vous en ai parlé un peu au début, on a aussi les mèches décales qui commencent à faire leur apparition, c'est-à-dire que on va avoir maintenant aussi la possibilité de faire des objets où on va utiliser des bevels des vrais bevels en fait modélisés, euh, avec des weights normales qui vont nous permettre d'avoir quelque chose qui est un peu rond sur les bords, d'avoir des textures qui vont se répéter, et uniquement par-dessus ça, venir mettre des mèches décales pour rajouter des détails là où on en a besoin. C'est une technique par exemple qui est utilisée beaucoup dans Star Citizen, où ils utilisent beaucoup les mèches décales pour les cockpits, etc. Et donc voilà, c'est forcément une technique qui est amenée aussi à évoluer, mais en tout cas qui est encore pas mal utilisée et qui fonctionne quand même assez bien. Voilà, il y a moyen de faire des choses assez sympas avec ça. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, que ça vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.